Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Je vous propose donc, dans un premier temps, peut-être de commencer tout simplement par dire dans quelle mesure il y aurait peut-être une spécificité dans la transmission de l'artisanat d'art. Ce n'est pas une transmission quelconque d'un geste manuel, c'est spécifique. Il y a la notion de créativité, la notion de beauté, bien sûr, peut-être aussi de technologie qu'on ne voit pas toujours. Voilà, donc peut-être que je vais vous donner d'abord la parole au nom du Mobilier National, et puis ensuite je passerai la parole à Issa Dione, et puis ensuite à Lisa Sanisford. Merci beaucoup de m'avoir invité et d'organiser ce genre d'événement qui permet toujours d'éclairer ces métiers et cette histoire. Alors, d'abord, très rapidement, le Mobilier National, j'espère que vous connaissez tous, mais en tout cas, rapide, historique, c'est une institution extrêmement ancienne, puisqu'elle date du Moyen-Âge, et qui est instituée au XVIIe siècle, notamment pour complaire à Versailles et à tous les aménagements du roi. Ce qui fait que cette histoire au long cours a pu subsister grâce notamment à l'innovation et à la création, puisqu'on ne fait que de la création contemporaine depuis 4 siècles. Alors pour répondre à votre question, et par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, moi j'ai 3 points qui à la fois me semblent être les points communs à ce qu'on s'est dit, et ce qui a le sujet des métiers d'art national. Oula, ça coupe. Oui, il y a donc 3 points. D'abord, un point qui a été évoqué rapidement, c'est la notion d'autoritas. Alors ça fait très malin comme ça de le dire. J'aime pas la notion d'autorité. La notion d'autoritas, c'est cette notion qui fait qu'il y a l'autorité des anciens qui surplombe les nouveaux arrivés. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui nous anime tous, chez les compagnons, chez les métiers que l'on a vus. Cette idée que, en fait, les anciens ne sont pas à jeter, comme on vient de le dire tout à l'heure, mais au contraire nous guident dans notre développement futur et dans la notion d'autoritas. C'est extrêmement important de ne pas rejeter le passé, mais au contraire de construire l'avenir grâce à ce point-là. L'autre point très important, me semble-t-il, qui a été évoqué tout à l'heure, c'est la notion de temporalité, le temps long. Nous avons, je crois, la chance d'être une culture, alors il n'y a pas que l'Europe, d'autres pays, qui vivent du temps long, du temps de l'histoire, et d'autant plus quand on travaille dans une institution comme le Mobilier National ou évidemment l'Institut, cette temporalité, elle est une richesse. Elle n'est pas une pauvreté comme on a pu le croire. Ces 50 dernières années, le temps long a été quand même dans la globalisation souvent réduite à portions congrues où on valorisait l'instant, le global et l'instant. Et je crois que le temps long est quelque chose, est une richesse qu'on apprend petit à petit à se réapprovisionner, à retrouver. Et justement, l'apprentissage du temps long chez les enfants, c'est extrêmement important. Et enfin, troisième point qui me semble intéressant et important par rapport à tout ce qu'on s'est dit et par rapport à l'actualité, on a découvert quand même il y a 2 ans qu'il y avait une petite chose qui s'appelait le Covid, qui émergeait. Et en fait, c'est quoi qui a émergé dans ce Covid? C'est le réel. Le réel nous a explosé à la figure et d'autres réalités nous explosent à la figure. La guerre, la famine, les frontières, les limites à nos propres croissances, qui est la question du développement durable et de la crise écologique qui arrive. Et en fait, toutes ces questions, notamment le réel, fait partie des métiers d'art. C'est-à-dire tout ce qui a été dit tout à l'heure, en fait, cette passion face au métier, c'est cette passion de cette confrontation à quelque chose qui est intangible. Ça peut être la farine pour un boulanger, ça peut être du bois pour un ébéniste, ça peut être du métal pour un maréchal ferrant. En fait, c'est la capacité à se grandir, à se confronter face à ce réel. Et en fait, on est rattrapé par notre actualité, et tant mieux. Moi, je dis souvent, nous vivons en fait une époque extraordinaire parce qu'on peut tout réinventer. On est tous issus de ces 40 dernières années où l'instant, que le virtuel, que le global, sans identité de proximité, était prédominante. Aujourd'hui, on peut à la fois remettre en cause, mais aussi on peut réinventer tous ces éléments-là. Donc, à mon sens, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, auctoritas, réel et temporalité sont un petit peu les valeurs
En tout cas, c'est des valeurs qu'on essaye de transmettre, qu'on les transmet à la fois au Mobilier National, mais aussi dans les activités pour les jeunes. Là, on va créer, on est en train de... On réfléchit fortement à ça, on met en place les petits mobs qui vont être des nouveaux ateliers pour les enfants, où en fait, c'est tous ces éléments-là qui vont être transmis aux nouvelles générations. Oui. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'avoir l'opportunité, un peu plus près, d'avoir l'opportunité de pouvoir décrire la situation que nous vivons au niveau du Sénégal et par-delà en Afrique de l'Ouest et par-delà en Afrique. Cette situation qui repose sur le fait que nous avons de très belles matières premières, des bois exceptionnels, des cotons, des fibres, que la population a une agilité manuelle extraordinaire et que malheureusement on est tous orientés vers soit des études supérieures, soit vers les nouvelles technologies. On s'occupe beaucoup de l'agriculture, mais il n'y a aucune formation qui puisse créer finalement l'emploi dont on a besoin. Donc je me suis intéressée il y a maintenant plus de 25 ans au savoir-faire traditionnel, qui est le tissage manuel. Et en fait, on a juste fait une petite modification du métier à tisser qui était à l'origine de 15 cm de large. On a élargi avec le tisserand à 90 et ça a ouvert un débouché qui était le tissu d'ameublement, sachant que à l'époque, tout était importé. Et ces premiers tissus ont été présentés en France et tout de suite, ils ont eu du succès. Et depuis 30 ans, on travaille avec les plus grands décorateurs, ce qui nous a amené au fil du temps à penser mobilier et à commencer à s'intéresser au bois, à développer un atelier de menuiserie, d'ébénisterie. Et depuis 3-4 ans, juste avant le Covid, je suis entrée en relation avec l'école Boulle. Les professeurs de l'école Boulle sont venus au Sénégal, ils ont visité, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de potentiel. On a organisé des workshops et de là est née l'idée de créer un institut de métiers d'art et de design pour le Sénégal afin de donner une formation appropriée aux besoins du pays. Puisque c'est un pays qui est en plein développement, il a besoin de se meubler et il n'y a aucune école pour ce faire. Donc on voudrait mettre en adéquation l'éducation, la formation avec les besoins du pays. Dans un deuxième temps, j'ai eu l'honneur de rencontrer Monsieur Lemoine, avec qui nous avons échangé, et je suis très fière en ce moment même d'avoir un des maîtres de chez vous qui exerce dans mes ateliers, qui forme une quinzaine d'élèves qui sont enthousiastes, très heureux d'avoir enfin une formation qui correspond à ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Donc je trouve que c'est une expérience extraordinaire qu'on mène en ce moment. C'est assez impressionnant, mais en même temps, on se dit comment ça se fait que ça n'ait pas été organisé avant, au niveau du gouvernement sénégalais, comme au niveau de la coopération franco-sénégalaise. Vous avez exactement ça paraît mystérieux. Très bonne question. C'est la très bonne question. Et en fait, moi, j'ai au finish créé une entreprise qui emploie 100 personnes, dans laquelle nous avons 35 tisserands traditionnels, une quinzaine aussi d'ouvriers industriels, mécaniques, textiles, puisque les entreprises textiles industrielles ont été laminées, elles ont toutes fermé. Donc on a récupéré des métiers qui étaient jetés à la poubelle, on a récupéré des savoir-faire aussi mécaniques, on les a unis tous, on a les menuisiers, on a les tapissiers, on a eu tapissiers du Mobilier National qui sont venus former, du château de Versailles l'année dernière, et on a une entreprise qui est capable de produire l'aménagement, la décoration d'une maison entière réalisée au Sénégal, alors qu'on importe des milliards et des milliards de mobilier. Donc ça, c'est une vraie question. Et je tiens à dire, alors, je ne sais pas s'il y a un site internet qu'on peut voir, mais ce que vous faites est particulièrement beau. C'est une vraie union entre la modernité et le savoir-faire, l'esthétique africaine. En fait, ce qu'on veut faire, c'est promouvoir les belles fibres, les belles matières et
leur donner un aspect très contemporain qui puisse se fondre dans le monde d'aujourd'hui, occuper une part du marché international à un haut niveau. En ce moment même, on a pu organiser des masterclass pour la Maison Chanel à Dakar, des masterclass en ébénisterie avec le Mobilier National, et tout ça donne de très jolis produits, très beaux, qu'on exporte. Alors, bien sûr, je suis surtout connue pour les tissus. Et là, ça fait maintenant plus de 25 ans qu'on exporte des tissus dans le monde entier. Et dont notre plus grand client est Monsieur Jacques Grange, Monsieur Jovanovic, enfin, vous les connaissez, Monsieur Liègre au départ, également. Donc ça poursuit son cours. Et à part le Sénégal, il y a d'autres pays qui sont en demande, comme le Togo, le Burkina Faso, le Rwanda. Tout le monde est en demande de formation de points de haut niveau parce que ça correspond aux besoins des pays. On va peut-être lancer un partenariat aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a matière à faire et que c'est stimulant. Alors, l'école d'art mural de Versailles, si on le met en comparaison avec les autres modèles qu'on a vus précédemment, semble particulièrement intéressante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix, je vais vous donner le micro, oui, celui-là marche mieux. Pourquoi vous avez fait le choix d'avoir un enseignement avec 40 heures, si je me souviens bien, de cours par semaine? Donc, pas d'alternance, pas de stage organisé en tant que tel, tout maison avec vos propres professeurs. Donc, c'est une sorte d'anti-modèle par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment, si on peut dire. Et à la fois une très grande qualité dans la formation et dans la passion transmise et la qualité de savoir-faire transmise. Donc, si vous pouvez nous expliquer en quoi ce modèle est performant et pourquoi vous l'avez choisi. Je vous remercie pour cet accueil aujourd'hui. Voilà. Merci pour cet accueil. Voilà, en fait, la formation, il est fait sur une période de 11 mois. En fait, c'est 1680 heures, en fait, sur un rythme scolaire de 40 heures. Alors, voilà. Et en fait, nous aussi associés à des stages d'entreprise, mais en fait, dans une façon différemment. En fait, le programme est fait dans une façon d'un cycle de trois cycles, en fait, d'avancement, dans l'avancement des différentes matières, entre les matières, on va dire, les fausses matières, les patines, les imitations des bois, des marbres, la dorure, également fausse moulure. Ensuite, avec l'autre partie, des techniques picturales. Et en fait, comment on fait? C'est par des modules. D'accord? On fait le premier niveau en période de septembre jusqu'à décembre, deuxième niveau en hiver et troisième niveau. Et en fait, alors, à chaque fois, on a un intervenant professionnel qui vient. Ils sont formés sur ce rythme parce qu'on veut depuis le premier jour, adapter à un rythme professionnel. Voilà, parce qu'ils viennent de différents horizons, un profil vraiment très différent. Et dès que le premier jour, il doit faire quand même une signature de l'accueil à l'heure d'arrivée, en fait, voilà, d'adapter à cette façon d'arriver, d'avoir un comportement professionnel, insertion. Ensuite, ils ont une évaluation tous les 2 semaines. Avec une fiche que les professeurs vont remplir. Et comme ça, on n'a pas question de favorisme, mais quand même une approche. Chaque professeur peut avoir le regard sur les élèves, leur performance. Et c'était entre une performance, on va dire, attitude professionnelle et aussi technique. Voilà. Ensuite, dans une période hiver, on fait les premiers stages d'entreprise. On a cultivé des partenariats grâce à la GMH et aussi des relations, d'autres partenariats qu'on avait fait également avec l'Université de Cergy, avec GMH. Si vous pouvez expliquer ce que c'est GMH. En fait, voilà, c'est ces groupements, c'est l'association des groupements des entreprises de monuments historiques qui sont vraiment exceptionnels. En fait, ils ont un vrai engagement dans les métiers et en fait, ils réunissent évidemment différents secteurs de métiers. Et pour nous, c'était très précieux parce que la peinture décorative, c'est une niche qui est un petit peu à part. Hein? C'est pas toujours facile à se situer. Et en fait, de quoi la raison on a, c'est toujours très intéressant. Le recrutement, on doit essayer de le faire. Mais en fait, pour juste revenir le point sur les stages d'entreprise, on fait un premier stage d'entreprise en hiver pour une durée de 3 semaines.
Et en fait, c'est pour ensuite, comme ils ont recruté les élèves par un dossier, par une présentation d'un projet professionnel, ensuite avec, voilà, on a un vrai échange de quel est leur but, voilà, en fonction avec leur profil. Et ensuite, comme ça, on sait dès que le premier jour, les attentes de les deux côtés. Ensuite, il y a aussi un test artistique, en fait, pratique à la rentrée. Et cet stage en hiver, c'est une moyenne de voir est-ce que c'est vraiment le voie qui soit en fait dans le secteur, parce que nous on a des partenariats dans différents secteurs pour qu'ils puissent vraiment se mouiller dans ces environnements. Voilà. Et en hiver, c'est toujours intéressant parce que les conditions sont souvent en hiver assez un peu plus dures qu'en période de printemps en été. Et ensuite, de cette insertion, il doit faire en fait un accompagnement d'orientation et aussi avec un accompagnement pour ses demandes. Et il doit faire les lettres de demande, leur CV. Ensuite, il doit faire un rapport de stage. Et dans ce rapport, on a de quoi on présente à notre jury à la fin de l'année. On a toute une cahier de charges en vue de valoriser l'expérience, de apprendre, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'ils vont arriver pour la première fois sur un chantier. Ils vont tester des terrains, souvent ils vont donner des petites tâches, mais il y a des valeurs en tout parce qu'il a accès à ces conditions exceptionnelles dans de patrimoine, de travailler avec des professionnels et parallèlement cet échange qui est très très riche. Et en fait, il faut faire attention qu'ils n'en a pas entre la rêve et la pratique de quoi on avait mentionné déjà. C'est très important. Et en fait, on s'est rapport. Et ensuite, ils continuent la formation de la fin d'année. Et en fait, nous, on propose une période jusqu'à 6 mois de stage d'entreprise couvert avec convention. Et c'est parce qu'ils sont plus prêts. On veut que c'est nous on est plus sûr de qu'est-ce qu'ils vont, l'apprentissage, en fait, qu'ils vont avoir pour qu'ils soient adaptés de ces différents métiers. Parce qu'on fait quand même une très, très large palette parce qu'on a, entre les matières que j'ai mentionnées, les techniques picturales et aussi la dorure, le parti, on va dire, l'histoire de l'art et d'autres aspects qui sont théoriques. Ouais. Merci beaucoup, Lisa. On va peut-être revenir à une dimension un peu plus proprement politique, puisque quand on fait un colloque, on a espoir de donner à voir la manière dont fonctionnent les choses, mais aussi de voir comment on peut les transformer. Alors, en France, on n'arrête pas de dire qu'on va mettre l'apprentissage à l'honneur, qu'on va mettre les métiers manuels à l'honneur, qu'on va réformer la formation professionnelle. Bon, j'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'on dit ça à peu près, donc globalement, il y a des choses qui sont faites petit à petit, mais il y a aussi des choses qui laissent un peu rêveur, notamment lorsqu'on apprend un métier auprès de professionnels, notamment l'éducation nationale, qui manifestement n'ont pas pratiqué le métier depuis, comme on dit en Afrique, depuis depuis longtemps. Bon, est-ce que, imaginez que vous ayez une baguette magique tous les trois et que vous ayez une réforme à faire, alors soit au Sénégal, soit en France, soit avec les deux, pour rendre la transmission de l'artisanat d'art plus performante. Vraiment un changement, que ce soit de psychologie ou de loi ou de manière de faire ou de financement, mais vraiment un changement. Je vous prends traître. Hein. Je dirais que l'actualité pose la question en plein dedans, c'est-à-dire la valeur travail. C'est tant qu'on n'aura pas considéré que la valeur travail était une valeur d'épanouissement, mais n'est qu'une contrainte, on aura du mal à évoluer. Ceci dit, oui, il y a des choses à faire, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Moi, ça fait 10 ans que je suis au Mobilier National, j'étais au cabinet de Frédéric Mitterrand qui avait créé l'INMA. Il y a 10 ans, on ne parlait pas des métiers d'art. Moi-même, métier d'art, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je connaissais à peine la notion de maître d'art, mais franchement, on s'était considéré comme du sous-travail. Aujourd'hui, le succès de toutes les manifestations autour des métiers d'art, ça va des GEMA, Révélation, les Aube Art avec Atelier d'Art de France, la fondation Bettencourt-Schuller, tous ces fondations drainent un énorme public. Donc déjà en termes d'estime et même en termes de présence médiatique, c'est extrêmement présent. Vous vous rendez peut-être pas compte, ça va peut-être pas assez vite, je suis d'accord, mais ça bouge beaucoup. Alors peut-être de façon plus concrète, il y a eu une réforme qui a été faite sur la question des horaires, la question du DNMAD, qui a été critiquée, peut-être critiquable, je n'entrerai pas dans le détail, mais il y a une autre réforme qui devrait arriver, elle va arriver un jour ou l'autre,
c'est la réforme du CAP. En fait, on forme beaucoup pour un certain nombre de métiers. Une année peut suffire. Pour les métiers d'art, ce n'est pas suffisant, notamment en termes de pratique. C'est d'autant plus important qu'il y a quand même, on oublie de le dire, mais nous sommes la première puissance mondiale du luxe. La deuxième, c'est l'Italie, la troisième, c'est les Suisses. Nous sommes, cette puissance-là recrute énormément. Il y a plus un besoin estimé, hein, les chiffres sont un peu encore pas précis, mais à peu près de 20 000 personnes par an dans les 5 ans qui viennent. C'est énorme et de tous les niveaux. Donc on a un vrai besoin, ce qui est c'est vraiment porteur d'avenir. Et donc certes, la puissance publique est toujours un peu lente. La puissance publique ne fait que réagir, d'autant plus en ce moment. Elle n'est pas souvent en anticipation, et ça depuis des générations, mais elle bouge. Et sans vouloir être le porte-parole de la ministre, je sais qu'elle prépare un plan dont ton lobby national est un petit peu de cheville ouvrière. Des choses vont être annoncées, je ne sais pas, j'en sais pas plus, mais voilà, ça bouge. Il y a un vrai intérêt depuis ces dernières années, un vrai intérêt pour ce secteur. Après, évidemment, on peut pas, tout n'est pas résolu d'un coup de baguette magique, ça c'est sûr. Voilà une question. Voilà, c'est ça. Bon, alors, il faut d'abord savoir qu'environ 80% de la population au Sénégal et en Afrique de l'Ouest pratique des travails manuels, mais dans l'informel. Et ce qui fait qu'ils ne peuvent pas accéder à une formation digne de ce nom ou de pointe. Ils ne peuvent pas non plus construire des entreprises formelles intéressantes parce qu'en fait, il y a une fiscalité qui n'est pas différenciée. On met dans le même panier les entreprises qui font du commerce et les entreprises qui produisent nationalement. Donc, ce que je pourrais demander, c'est d'alléger la fiscalité pour les qui et ça permettrait de développer beaucoup de choses. En fait. Ce serait ma question principale au gouvernement du Sénégal. Entre autres, peut-être amener une TVA, puisque la pied sur la TVA en Europe, c'est la même. Je suis désolée, je ne suis pas habituée. Voilà. Et donc, soutenir par une TVA appropriée, peut-être toutes les entreprises qui pratiquent la fabrique et qui utilisent leurs mains, et aussi, surtout, avoir beaucoup plus d'écoles de formation d'un niveau suffisant pour répondre aux besoins du pays. Pour le moment, tout le monde s'entasse dans les universités, les écoles de management, les nouvelles technologies, et en fait, au final, il n'y a pas de travail. Qui peut peut-être expliquer un peu le problème d'immigration, parce que si on ne peut pas trouver son bonheur dans le pays, on va émigrer. Voilà, de ma part, je pense qu'il y a déjà aussi, c'est comme aussi être parent des enfants qui sont, qui étaient aussi intéressés par les arts. Je pense que j'ai commencé déjà les changements dans les plus jeunes âges, de valoriser à l'école. Je pense honnêtement c'est important, le système d'évaluation des enfants, le programme qu'ils proposent, et que les arts, tous les différents arts, métiers d'art évidemment, qui sont valorisés par un programme qui est solide, beaucoup plus solide. Pas simplement des collages, simplement il faut par les visites pédagogiques, par les sorties qui ne sont pas simplement en période une fois par an, mais en fait dans une manière où on va avoir des intervenants qui viennent, qui fait des démonstrations, qui peut essayer également de déplacer dans leur ville, même dans les différents centres qui proposent ces différentes expériences. Alors nous, on avait eu une expérience, je reçois régulièrement chaque année les groupes de troisième. Et en fait, c'est très riche, en fait, c'est très animé. Et en fait, souvent, j'ai des jeunes qui viennent de plusieurs écoles.
Et alors, c'est intéressant parce que le moment où vous le recevez, vous le mettez dans différents groupes, en fait. Il faut le faire dans une façon qui c'est une interaction qui est complète. Et alors, c'est très intéressant. Vous mettez des choses artistiques devant eux et c'est très intéressant qu'est-ce qui sort. Déjà, il y a une interaction, en fait, des niveaux. Et au moment qu'il y a, on voit un élève voit un autre élève qui a une certaine, un don, on va dire, pas un don, mais en fait, une certaine capacité artistique, ça donne le respect tout de suite. Ça, c'est important. En tout cas, de commencer plus jeune, je pense qu'il faut changer ça et dans la façon de leur évaluation à l'école, à la notation. C'est une façon de valoriser tout de suite. C'est pas éventuellement avec des bacs, la façon qu'ils vont valoriser pour des objets. Et aussi, dernièrement, pour notre métier de peinture décorative, c'est que dans les différentes régions en France, que c'était égal dans la façon qu'ils sont reconnus dans les métiers qui sont prioritaires. Parce que je pense que c'est ça qui peut apporter une grande différence. Merci beaucoup. Je vous invite à poser des questions. On va vous faire circuler un micro. Essayez d'être très concis dans les questions. N'hésitez pas à dire qui vous êtes et être extrêmement concis pour laisser à nos intervenants la possibilité de bien répondre. Madame Dionne, vous nous disiez que au Sénégal, vous auriez besoin d'une fiscalité différenciée et d'une approche financière de taxes différentes dans vos métiers. Est-ce que vous ne croyez pas que en France, c'est absolument la même chose? Ce qui est patent, c'est qu'on n'a pas encore accompli notre révolution industrielle alors que vous l'avez déjà réalisée. Et nous sommes à un stade où on nous parle de développement. Donc, si on veut vraiment se développer, je pense que c'est par les matières techniques, les formations techniques, et non pas par les écoles de management et d'enseignement supérieur. On en a beaucoup, enfin, on a une proportion de 80% d'élèves dans ces domaines, alors qu'il nous faudrait le contraire, 80% dans les formations techniques et 20% dans les études supérieures. C'est ça le problème, en fait. Pour répondre à la question, en fait, il n'y a pas une réponse. C'est une problématique de fiscalité selon les tranches de population et selon, vous avez 281 métiers répertoriés, alors que dans ces métiers-là ont été exclus notamment la gastronomie et les parfumeurs, enfin, qui n'ont pas été considérés comme des métiers d'art. Mais dans ces 281 métiers, chacun a des statuts extrêmement différents, qui va depuis du registre d'auteur à une faible fiscalité jusqu'à celui d'entrepreneur qui peut être une... Donc en fait, un des enjeux, c'est d'unifier le statut, mais c'est d'une énorme complexité. Parce que entre un exécutant et un créateur, le curseur ne va pas être le même. Donc c'est une problématique qui est posée, tout le monde en est conscient, mais on ne sait pas par quel bout le prendre. Il y a un problème notamment qui est juridico-technique, c'est que certains métiers d'art correspondent à des conventions collectives qui sont parfaitement inadaptées. Et du coup, les formations ne naissent pas parce qu'il n'y a pas moyen d'en voter les crédits ni l'organisation. Et du coup, ils restent bloqués dans des endroits sans aucune formation parce qu'ils ne sont pas rattachés à la bonne convention collective. Bon, ça, c'est très technique, mais c'est quand même pas sorcier à régler. Et ça permettrait de développer des formations, une attractivité de sections complètes. Comme je crois la maroquinerie de mémoire. La maroquinerie, elle est liée... Oui, comment ? Elle est liée aux articles de voyage, c'est ça. Donc en fait, c'est assez spécial et du coup, les formations ne correspondent pas aux nécessités. Voilà, donc il faudrait aussi qu'il y ait un travail de mise à plat. En fait, tout l'enjeu de ce secteur, et c'est là où il est passionnant, mais il est très complexe, c'est un enjeu de transversalité. Pour l'instant, c'est un secteur qui n'est pris en charge par aucun ministère. Un peu par la culture, et on a de la chance, sans flagornerie, d'avoir une ministre qui s'y intéresse beaucoup, alors qu'avant, il s'y intéressait pas du tout. Donc c'est un enjeu culturel, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu de territoire, c'est un enjeu de développement durable. Et en fait, jusqu'à présent, personne ne l'a vraiment pris en charge. Donc on avait même rêvé à un moment donné que ce soit une mission rattachée au Premier ministre pour que ce soit dans la transversalité, mais avec tout ce que ça signifie de technostructures complexes, avec une institution, l'INMA, qui est présente, mais dont la dotation budgétaire n'a fait que réduire, donc qui essaye de vivre, avec en revanche des acteurs montants, des acteurs privés, les fondations, les acteurs publics,
Mobilier National, puisqu'on est en phase potentiellement de rapprochement avec Sèvres. Voilà, donc il y a des choses, ça bouge constamment. C'est un secteur qui est fascinant parce qu'au bout de dans 6 mois, la situation sera différente d'aujourd'hui, et dans 1 an, ça sera encore complètement différent. Donc ça va très très vite, avec des enjeux qui évoluent aussi très vite. J'avais juste une question pour vous. Comment est-ce que vous financez la scolarité des jeunes qui travaillent est-ce que c'est comme une école de production que vous avez créée? J'ai créé une entreprise. C'est une entreprise. C'est une entreprise, oui, tout D'accord. à fait formelle. Et c'est ce que je disais, c'est qu'en tant qu'entreprise, on a la même fiscalité que Total. On préserve un savoir-faire. Alors, il y avait aussi, au niveau des conventions collectives, par exemple, j'ai employé des tisserands traditionnels et ça n'existait pas au Sénégal, ce statut. Donc, on m'a fiscalisé comme étant une industrie textile. Vous voyez? Donc, il y a de la transmission au sein de cette entreprise, mais c'est pas un format d'école de production. C'est pas un format d'école, mais on espère justement créer cette école, une école-usine, pour développer plus de formation et que ça ne soit pas seulement au niveau de mon entreprise, mais que ça essaime dans le pays et que ça devienne quelque chose de beaucoup plus important et que ça bénéficie au pays. Pardon, Corinne Fabre, je suis la partenaire d'Aïssa. Je voulais prolonger la réponse d'Aïssa sur le financement. Parce que jusqu'à présent, donc, elle a été évidemment l'âme du projet. Et tout ce que nous avons pu faire depuis 3-4 ans, nous l'avons fait grâce à du mécénat privé. Et nous sommes soutenus aujourd'hui, cet institut est soutenu aujourd'hui entièrement par une principale mécène privée. Alors le gouvernement du Sénégal maintenant s'intéresse au projet et veut participer en faisant un projet public-privé, mais il faut bien dire que c'est grâce à un mécénat privé que tout ceci a pu naître depuis 4 ans. Et un peu de mécénat public français, puisque le Mobilier National...